Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. Je me souviens que quand adolescent nous allions en Italie, alors que nous étions italiens, nous arrivions dans notre village et là on nous appelait de facto les Svizzerotti, déjà parce qu'on ne parlait pas très bien italien, on s'exprimait assez mal. Et puis dès qu'on venait en Suisse, bah, c'était le contraire, on était tout de suite les Italiens, les Rital. Ça c'était assez compliqué. Je me souviens que mon père avait des jardins communaux avec tous les autres étrangers de la ville. Il y avait les Portugais, il y avait les Espagnols, il y avait les Italiens. Et voilà, il adorait son petit jardin pour cultiver des légumes, voilà, tout ce qu'on mangeait pour toute l'année. Et dans tous les jardins qu'il y avait là, il y avait un seul Suisse et tout le monde l'appelait l'étranger. Je me souviens quand j'étais gamin en Sicile, on jouait très souvent au foot, on faisait des petits tournois de foot qui s'appellent le calcetto. Et j'étais assez bon au foot à mon avis. Et puis en fait, comme souvent, on m'appelait l'Austranière. Sauf que là, dans ma tête, je m'étais monté peut-être un monde, mais à l'époque, avoir des étrangers dans les clubs de foot italiens, c'était une merveille. Alors pour moi, comme ils m'appelaient l'Austranière, c'était que j'étais un grand joueur de foot. Je me souviens d'un été en vacances en Italie, dans une petite ville chez mes grands-parents. Je me promenais à l'heure de la sieste avec le vélo de ma grand-mère dans ces rues presque désertes et j'ai appris par ma grand-mère quand les jeunes me surnommaient la Suisse, ce qui a été déstabilisant pour moi puisque je me considérais comme italienne, donc j'avais une espèce de sentiment de rejet. Je me souviens que, comme je suis devenu suisse à 18 ans, j'ai dû faire l'armée immédiatement. Et en fait, c'est à l'armée où j'ai jamais été autant italien que suisse auparavant, puisque tous les autres, ils nous appelaient les Rital, parce qu'on était 3 ou 4 naturalisés. Et ça, c'était aussi très bizarre. Je me souviens que quand j'étais enfant, pour ma première année, ma maman m'avait acheté un beau cartable, mais j'étais pas du tout content parce que sur le cartable, il y avait Heidi, une petite fille. Je me souviens, chaque été on allait en Sicile et il me manquait pas mal de mots parce que je ne maîtrisais pas très bien la langue. Et puis les gens, pour s'adresser à moi, ils passaient par mes parents. Je me souviens adolescent d'un voyage en Italie où j'étais très content d'avoir rencontré des amis et je leur parlais en italien. Un grand moment de frustration et de solitude quand j'ai remarqué qu'ils me parlaient très lentement, comme un peu si j'étais un handicapé, parce qu'en fait, ils ne me comprenaient pas. Je me souviens que ma mère, qui était du Piémont, disait des Frioulans, donc de la famille de mon père, « Oh, mais qu'est-ce qu'ils parlent fort !»
Je me souviens de cette langue, il carnico, incompréhensible. Ils parlaient tous très 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 fort à table. On avait presque l'impression qu'ils se disputaient. Et en même temps, ces longues conversations à table étaient ponctuées de chansons. Et j'ai appris ces chansons en patois, dans la langue tiarniela. On les chantait à plusieurs voix. Et ça continue aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai pu apprendre cette langue. Et quand je l'entends aujourd'hui, j'ai le cœur qui bat. Je me souviens que par passion, par respect pour Pasolini, mes parents nous ont appris le dialecte. Et donc, enfant, jusqu'à l'adolescence, moi je parlais le dialecte, ce qui était tout à fait correspondant à lorsque j'allais en Italie trouver la famille. Mais le jour où je me suis retrouvé à Rome et que j'ai voulu draguer une magnifique et splendide fille romaine et que je me suis mis à parler en dialecte, j'ai très vite compris que ça le faisait pas. Et donc je me souviens aussi de l'effort de ma part pour apprendre à parler l'italien véritablement. Ti assumemo. Vai bene. Avanti. Come tu ti chiama? Antonio Boldrin. Boldrin? E ciò? Posso andare via? Ma sappiamo appena come sia. Dimmi, cosa serve per fare i gnocchi? A fare i gnocchi? Cosa che serve? Sì, cosa serve? Aiusa cosa? Dai, che vuoi a farina? A farina? Sì, ma quanta? Dipende, che solito butto una sbagliata. Sbagliata? E smoro. Tanta? Cos'è tanta? Non so, vedi una sbagliata. Devi sentire questo. Je me souviens aussi que je détestais entendre mon père nous parler en français lorsqu'on était en Sicile pour faire en sorte que les autres ne nous entendent pas, comme une espèce de message un peu clandestin ou de message crypté qui ne nous concernait que nous. Je me souviens de la manière dont ma mère prononçait certains mots en français. Par exemple, elle disait « problème » au lieu de dire « problème ». Et surtout, elle disait pas « un oncle des oncles », elle disait « un oncle des noncles ». Je me souviens que mon père avait une angoisse terrible des douaniers. Et à chaque fois qu'on rentrait de Sicile en train, alors qu'on avait quitté Domodossola, dans le tunnel du Simplon, il fallait absolument qu'on se taise, mon frère et moi, qu'on reste tranquille, immobile dans le compartiment pour ne pas éveiller les soupçons du douanier qui, bien évidemment, au moment où il passait, ne repérait que nous. Et au moment où il demandait à mon père s'il avait quelque chose à déclarer, mon père, dans son meilleur français, répondait toujours « absolument », pour dire « absolument », mais il entendait dans ce terme le sens italien de « absolument pas ». Alors sur fond de méprise et de mauvaise interprétation, souvent le douanier nous demandait de tout ouvrir. Je me souviens au moment où mes parents ont entrepris leur demande de naturalisation, il y avait ce film Le Faiseur de Suisse, qui touchait justement l'émigration et surtout italienne. Et je me rappelle de ces personnes qui étaient venues à la maison, ça se faisait, ils contrôlaient en fait ce que nous faisions, comment nous vivions. Et dans le film, il y avait une scène avec les personnes qui retournaient les tableaux. Ils avaient l'Italie d'un côté et puis la Suisse de l'autre. Et ma mère qui fait ce gag, ce monsieur, en disant « Voilà, nous, aujourd'hui, on n'a pas retourné les tableaux. » Et en plus, elle avait mis des drapeaux suisses sur les géraniums, sur le balcon. Assez cocasse pour ma mère. Et je me souviens que cette fois que je suis retourné en Italie pour la première fois, j'avais déjà certaines habitudes suisses qui étaient ancrées en moi, comme par exemple celle de ne pas jeter le papier par terre, et je cherchais une poubelle en vain. Je ne voulais pas jeter le papier par terre, et mes copains en Italie se moquaient de moi. Je me souviens que mon père n'a jamais dit à sa mère qu'il était devenu suisse, parce qu'à l'époque, il fallait renier la nationalité italienne en devenant suisse. Je me souviens que parfois, je surveillais le facteur qui a mené le courrier d'Italie et je tenais absolument à être le premier à découvrir le courrier dans la boîte aux lettres pour que je puisse lire les nouvelles qui venaient du village avec ma maman. Je me souviens, mais c'est arrivé un peu plus tard, c'est-à-dire j'étais déjà adulte et à l'étranger, que je n'étais pas suisse ou italien
mais que j'étais suisse et italien, que j'avais les deux cultures. Les envahisseurs. Je me souviens évidemment des années Schwarzenbach, hein, et en particulier parce que je pense que j'étais trop petit en 1970, mais celle de 73. Et je me rappelle qu'on en parlait beaucoup à la télévision, et en particulier dans cette fameuse émission Un'ora per voi, avec Masha Cantone et puis Corrado. Et donc il y avait toujours, je me rappelle très bien cette émission, avec des variétés, etc., il y avait toujours un moment d'actualité, évidemment de l'actualité sur la Suisse, puisque ça s'adressait entre autres aux Italiens vivant en Suisse. Et alors évidemment on parlait de l'initiative Schwarzenbach, des gens qui avaient peur, des Italiens qui avaient peur d'être rejetés. Et ce que je me souviens surtout, c'est que le lendemain, je crois que c'était Un'ora per voi, c'était le dimanche, et je me rappelle le lendemain, en rentrant de l'école, tout à coup j'ai été pris d'une sorte d'angoisse sur le chemin du retour, et j'essayais j'étais sûr que quelqu'un était venu chercher ma mère et que je ne retrouverais plus personne à la maison. Et je me rappelle, j'ai été pris d'une sorte d'angoisse, évidemment une angoisse infantile, puis j'ai pressé le pas, et puis en remontant au 9e étage d'une tour, c'est là qu'on habitait à l'époque, je me rappelle du soulagement, quoi. Personne n'était venu prendre ma maman. Mais je me rappelle aussi, c'est un petit peu gonflé de le dire comme ça, mais j'avais déjà élaboré des plans dans la tête. Où est-ce que j'irais si la police était venue chercher ma maman? Je me souviens aussi de mes parents, je crois que je devais avoir 10 ans environ, comme ça, et c'était l'époque Schwarzenbach, donc c'était un peu compliqué, et il fallait presque cacher son italianité, donc on pouvait parler italien à la maison, mais dès qu'on sortait, il ne fallait pas montrer son italianité. C'était difficile à le faire, mais voilà, on devait parler en français, on devait s'exprimer en français, on devait faire toujours attention à ces mots. Je me souviens, les années 70, l'initiative Schwarzenbach, les soirées dans la cuisine où nous avions l'interdiction d'allumer la lumière, pour pas qu'on soit vu de je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Et nous passions nos soirées, manger, lire à la lumière des bougies. Tout ça parce que ma mère avait peur qu'on nous repère et qu'on vienne chez nous et que les gens nous enlèvent. Voilà. C'était une peur viscérale qui était pour moi très inquiétante et qui m'a poursuivi très très longtemps. Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli notipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. Non abbiamo da mangiare, come profondo il mare. Je me souviens des périodes de Noël. Tout le monde se réjouissait des fêtes, et moi un petit peu moins, tout simplement parce que mon père, en tant que saisonnier, devait à un moment donné de l'année retourner en Italie. Normalement pour une période de 3 mois. Et je me souviens très bien que mon père trichait avec ça. Il passait la frontière, revenait 3 jours après. Des fois, pour des raisons X, il devait rester 2-3 semaines. Mais c'était toujours des périodes extrêmement inquiétantes pour le petit enfant que j'étais, parce que je ne savais pas si mon père allait revenir, s'il avait le droit de revenir. La loi nous autorisait, nous, à rester en Suisse, ma mère et mes 2 sœurs, parce que voilà, on était à l'école. Mais par contre, mon père, lui, devait partir absolument quelque temps pendant la période de Noël. Je me souviens qu'un jour, mon papa m'a dit qu'on lui avait proposé le terrain à Belmont à 5 francs le mètre carré. Et à ce moment-là, mon papa n'a pas osé, car il y avait un Schwarzenbach dans la politique qui était contre toute cette invasion d'immigrés.
è inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Je me rappelle qu'avant l'âge de 10 ans, j'allais souvent jouer dehors. On habitait à la campagne avec mes parents et en face de notre maison, il y avait un verger à côté d'une petite villa particulière, un petit chalet, ça. Et dans ce verger, des ouvriers, électriciens, je pense, avaient entassé des poteaux de fils électriques, peut-être pour les changer, je ne sais pas, mais c'était très amusant pour moi d'aller sur ces poteaux empilés comme ça et de sauter. Ça faisait une espèce de trampoline élastique. Très certainement, ça faisait un peu de bruit de bois, mais je ne pense pas particulièrement comme ça. Et tout d'un coup, un vieux monsieur énervé sort de la fenêtre de la maison, de la petite villa qui était à côté, et il m'a dit sale Sicilien, rentre chez toi !» Ouais, j'ai appris que les pires des Italiens, c'était les Siciliens, en fait. Questo l'ho detto per te. Je me souviens, lors de la deuxième initiative Schwarzenbach, il régnait un climat un peu difficile à la maison, puisqu'on ne savait pas si on allait pouvoir rester en Suisse ou pas. Et moi, au fond de moi-même, j'étais très content si l'initiative Schwarzenbach passait, parce que ça voulait dire qu'on allait pouvoir retourner en Italie. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Fossa del Leone è ancora realtà, uscirne è impossibile. Je me souviens que lorsqu'on était, par exemple, pour tout l'été à Monfalcone chez ma grand-mère, donc je me faisais des nouveaux copains comme ça, et j'avais ce statut particulier d'être étranger, de venir d'ailleurs. Et je pense que c'est une des seules fois de ma vie où j'ai menti sciemment, où je disais que mon père avait une Harley Davidson. Et je ne sais pas pourquoi j'ai inventé et pourquoi j'ai parlé d'Harley Davidson, mais ça me faisait tout un sentiment étrange de me valoriser comme ça, et surtout de penser que mes copains imaginaient mon père en Harley Davidson, ce qui n'est pas excuse. Je me souviens que quand je passais des vacances en Italie l'été, eh bien, tout était plus joli, plus sympa qu'en Suisse. Voilà, on faisait des choses qu'on ne faisait pas en Suisse. Et puis, entre autres choses, évidemment, quand on était en Suisse, à l'école, on parlait avec les copains de filles. Bon, en Suisse, moi, j'avais pas de petite copine. Mais par contre, c'était génial de pouvoir dire qu'en Italie, alors oui, là, j'avais eu une copine et puis j'avais pu avoir une petite aventure sentimentale et puis personne n'était là pour vérifier, au fond. Noi duri, coi volti scuri scuri, proiettiamo ombre lunghe sui muri. Noi duri, le donne, amiamo strane donne, con assurde fasciatissime gonne. Che donne! Je me souviens qu'on recevait régulièrement de nos cousins d'Amérique des photos qui les mettaient en scène devant leurs dernières acquisitions, la voiture, le frigo,
le grill, etc. Et puis nous, à Noël, il fallait aussi qu'on leur envoie des photos qui soient dignes de notre réussite en Suisse. Alors on avait devant le faux sapin synthétique, ma mère avait emballé toute une série de cartons dans lesquels il n'y avait absolument rien du tout. C'était des faux cartons, des faux cadeaux. Et avec mon frère, on riait tellement qu'on s'est ramassé une grosse claque juste avant que mon père prenne la photo. Et sur la photo, on nous voit les yeux rouges, mais ce n'était pas à cause du flash. Alors, je me souviens être invité chez des amis suisses, chez eux donc, et découvrir en fait qu'ils avaient chacun, leur chambre et en plus recevaient de l'argent de poche. Je me souviens qu'à Lausanne, outre mon frère qui s'appelait Salvatore Di Marco, il y avait d'autres Salvatore Di Marco qui étaient des cousins. Et pour les différencier, on s'amusait à les appeler selon leur quartier d'habitation. Alors il y avait Salvatore Di Marco dit Salvatore de la Tour, qui habitait à la rue de la Tour dans un 2 pièces sans salle de bain. Il y avait Salvatore du Vallon, qui habitait dans le quartier du Vallon près des baraquements. Il y avait Salvatore de Grandvaux, dont la famille était au service d'une vieille aristocrate hollandaise qui les logeait dans l'entresol, dans un 2 pièces, dans un entresol de sa villa. Et puis il y avait Salvatore du Léman, c'est-à-dire mon frère. Ça faisait un peu vieille aristocratie. Moi, je me souviens que quand j'allais chez des copains, dormir en particulier, eh ben, j'avais toujours une certaine honte, quoi. Et je me rappelle une scène qui m'est restée. J'ai débarqué chez mon copain Philippe, qui habitait pour moi une somptueuse villa à Sulan. Moi, j'habitais à Lausanne. On était ensemble au collège du Belvédère. Et puis, on allait dormir. Et puis, j'ai mis mon pyjama. Puis, mon pyjama était complètement usé. C'est un pyjama Kalida avec les élastiques complètement défaites, enfin complètement usés. Et puis, son petit frère a regardé ça. Il a dit, mais comment ça se fait que tu aies des élastiques comme ça? Je lui ai dit, mais moi, je fais ça. Dès que je reçois un pyjama Kalida neuf, je tire sur les élastiques pour être vraiment à l'aise. Et tu devrais essayer, puis comme ça tu seras à l'aise aussi. Et je me rappelle toujours le frère de mon ami Philippe qui s'est mis à tirer sur les élastiques d'un pyjama Kalida. Parce qu'à cette époque, on avait tous des pyjamas Kalida, sauf qu'il y a des gens qui avaient des pyjamas neufs et puis les autres, des pyjamas un peu plus usés. Niente 500 lire per la scuola. Dirai alla maestra che papà e mamma la beneficenza se la fanno per conto loro, va bene? Capito? Ma io avevo già detto di sì. E vabbè, adesso invece gli dici di no. Non bisogna mai dire di sì, ricordalo, mai. Sempre di no. Perché con un no ti spicci, con un sì ti impicci. Ma era per i poveri. Ma quali poveri? I poveri non esistono. Ma lo sai che perfino i mendicanti sono pieni di milioni. Je me souviens qu'on envoyait des médicaments en Sicile à ma grand-mère, parfois aussi des vieilles paires de lunettes médicales qu'on trouvait à l'Armée du Salut ou ailleurs. Et puis dans la boîte de médicaments qu'un jour on a envoyée, on y avait glissé un tube de parfait que ma grand-mère a pris pour une pommade et qu'elle a appliqué sur les corps qu'elle avait aux pieds. Je me souviens que quand on avait 14-16 ans, tout le monde avait un Boguet et tous les Rital avaient un Piaggio. Ceux qui n'étaient pas Rital, ils avaient des Silos, ils avaient des autres marques, mais tous les Rital avaient des Piaggio. Tous mes copains en avaient un. Moi, j'avais pas de fric pour me payer un Piaggio. Donc mon père m'a trouvé, il avait un copain italien, un de ses amis, qui lui avait filé un vieux, il n'y avait même pas de marque tellement c'était un vieux machin. Et il me l'a réparé et je suis allé une fois à l'école avec le vélomoteur, il est tombé en panne. On s'est moqué de moi, tout le monde s'est foutu de ma gueule, je ne l'ai plus jamais repris. Je me souviens, quand j'étais enfant, mes parents, pour m'indiquer l'heure à laquelle je vais partir à l'école, sur l'horloge qui était dans notre cuisine, ils avaient scotché entre le 55 et le 0
un petit morceau de papier qu'ils avaient passé au stabilo boss rose, puis ils m'avaient dit « Sandro, quand la grande aiguille est dans cette zone-là, dans cette fourchette entre 55 et 0, tu peux partir à l'école. » Alors moi, j'attendais comme ça que l'aiguille arrive dans cette zone-là, puis après je partais à l'école. Je me souviens petit que le cursus scolaire était difficile à comprendre pour mes parents. Je me souviens de la honte que j'avais enfant parce que mes parents n'allaient jamais aux réunions de parents et ne signaient absolument jamais mon carnet et me demandaient de le faire moi-même en imitant leur signature. Je me souviens aussi avoir eu honte de devoir demander des subsides, soit pour les camps de ski, soit pour le dentiste, et surtout d'avoir attendu devant la porte du doyen que le petit voyant lumineux entrée s'allume. Je me souviens qu'à l'école enfantine, donc quand j'ai commencé l'école obligatoire, l'infirmière scolaire est venue chez nous. Elle est venue chez nous parce qu'on était italiens et elle voulait